Bonjour à tous et bienvenue dans ce Daily Débrief numéro 5. Aujourd'hui, vous connaissez les chapitres, nous allons commencer par répondre à deux de vos questions, réagir un petit peu à l'actualité. Nous allons beaucoup parlé de système solaire dans cet épisode. Et ensuite, derrière, nous regarderons des vidéos où vous allez voir des systèmes solaires et des Sukhoi 25. Je vous rappelle juste l'objectif de cette chaîne, l'objectif de ce format, c'est de vous informer de manière apolitique et technique sur les images qui circulent. Il y a de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de tout et n'importe quoi dans les médias. Nous essayons bien de prendre du recul et de débriefer ce que l'on peut débriefer. Allez, jingle. Et nous sommes rejoints par Laurence qui est la voix de la communauté, qui m'aide à préparer les sujets, qui regarde tous vos emails, qui regarde tous vos commentaires. Et du coup, Laurence, par quoi est-ce que l'on commence? La dernière fois, tu as parlé de transformation assez facile pour les pilotes de MiG-29 ukrainiens vers les MiG-29 polonais. Qu'en est-il pour un pilote qui n'a jamais fait de MiG-29? Alors ça, c'est une très bonne question. Les MiG-29, voilà, on avait dit, plein gaz, plein réduit, c'est l'expression qu'on utilise. Plein gaz, c'est oui, il y a un transfert. Plein réduit, c'est non, c'est annulé. Donc là, nous tournons notre vidéo mercredi matin. Je ne sais pas ce que dira l'actualité dans la foulée, mais nous avions étudié. Je suis pilote de MiG-29 ukrainien, je passe sur MiG-29 polonais. Oui, ça se fait quand même dans un temps assez court. Pour pouvoir aller sur le théâtre des opérations rapidement, oui, la transformation des mécaniciens peut se faire dans un temps assez court pour l'entretien de base. Pour ce qui est de prendre un pilote de Sukhoi 27 ukrainien et l'amener sur MiG-29, bien là, c'est une toute autre histoire. Pourquoi? Parce qu'il va falloir maîtriser le vecteur, donc apprendre les systèmes embarqués, apprendre l'utilisation de la machine, faire des vols de prise en main et ensuite apprendre les missions comme on les fait sur MiG-29. Donc là, ça serait probablement de la défense aérienne et ou de l'attaque au sol. Et ça va prendre du temps. Si c'était temps de paix, nous serions en mois, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance de passer du super étendard au Rafale Marine avant de pouvoir maîtriser les missions, avant de pouvoir maîtriser le vecteur. Nous parlons en mois, voire en années, avant d'être vraiment à l'aise. Donc là, dans ce cas-là, c'est un process qui est très long. Par exemple, du coup, toi, en tant que pilote de Rafale, il te faudrait combien de temps pour passer sur MiG-29? Alors ça, c'est une très bonne question. La problématique supplémentaire, c'est la philosophie. Quand vous passez, par exemple, du Mirage 2000-5 au Rafale Marine ou au Rafale Armée de l'air, vous êtes déjà habitué aux missiles, vous êtes habitué à l'avionique, vous êtes habitué à toutes ces choses-là. Si vous arrivez d'un F-16, si vous arrivez d'un Mirage 2000 ou d'un Rafale sur MiG-29, vous allez découvrir une nouvelle philosophie de la part du constructeur. Et dans ce cas-là, moi, je vais même devoir découvrir leurs missiles, leur logique d'emploi, toutes ces choses-là. Donc, pour pouvoir être bon au combat, il me faut au minimum 1 an et au moins 200 heures de vol, si je veux avoir des chances de faire quelque chose de cohérent. Petit point intéressant pour ce qui est de la préparation de la formation des pilotes avant d'aller au combat. Si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, 2 écoles de pensée. L'US Navy a décidé qu'il fallait garder un haut niveau de formation avant d'envoyer ses équipages au combat sur porte-avions, à peu près 500 heures de vol, ce qui est énorme. Là où les Japonais se sont dit, parce qu'il manquait de personnel, nous allons envoyer nos pilotes dès qu'ils sont formés avec 20, 40, 50 heures de vol. Et ça a donné un véritable massacre pendant la guerre du Pacifique, la bataille des Mariannes, avec les Japonais qui ont perdu des centaines d'avions en une journée pour très peu de pertes américaines. Donc il faut faire très attention à ça. Il vaut mieux prendre le recul, se former avant d'aller au combat. Autre question sur la vidéo de l'hélico. Vous nous avez fait remarquer que l'hélico, avant d'être abattu, il n'avait pas lancé de leurre. Pourquoi? Ça, c'est un très bon point. On voit que le temps de vol du missile est très court. La vraie réponse, je ne la connais pas. Ce que je peux faire, c'est vous présenter différentes hypothèses. L'hypothèse numéro 1, c'est bien l'équipage, et ils sont 2, n'a pas vu le départ du missile. Ils n'ont donc pas eu le temps de tirer des leurres, ils n'étaient pas en mode automatique. Voilà, ils se sont fait avoir. Ce qui vient rajouter, on va dire, donner du poids à cette hypothèse, c'est le fait qu'il n'y ait aucune manœuvre de la part de l'hélicoptère. On dirait peut-être que tout le monde regardait à gauche, ou à gauche et à droite, personne n'a vu ça arriver. C'est possible vu le temps de vol. L'autre hypothèse, c'est que il y a eu un défaut au niveau des leurres, peu probable, mais ou alors qu'il n'y avait pas de leurres. Si effectivement l'hélicoptère venait de refaire le plein, peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps. Vu que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de systèmes solaires, eh bien ils ont beaucoup tiré leurs leurres, ils n'en avaient plus, et à ce moment-là, il n'y avait plus de leurres à tirer, et ils ont rien pu faire.
D'ailleurs, est-ce que les leurres sont efficaces face à tout type de missile? Alors non, vous avez exactement comme pour les incendies. Les incendies, si voilà, vous êtes pilote, si vous avez fait des formations incendie dans le cadre du travail ou de l'école, vous avez appris qu'il y a différents types d'extincteurs par type d'incendie. Si c'est un feu électrique, c'est pas la même chose qu'un feu de bois ou des choses comme ça. C'est la même chose pour les missiles. Si vous avez un missile à tête chercheuse infrarouge, un Fox 2, il va vous falloir des leurres infrarouges, des gros leurres qui font voilà des grosses lumières comme ça, qui vont séduire la tête chercheuse du missile et lui dire regarde, je suis plus chaud, je suis plus gros, viens vers moi. Ils vont fonctionner par séduction. Si maintenant c'est un radar qui vous accroche, il n'en a rien à faire des leurres, il ne saura même pas qu'ils sont là. Donc il va falloir envoyer des paillettes, des petites paillettes qui vont créer une signature radar qui sera plus belle que celle de l'avion. Et encore une fois, c'est de la séduction, hein. C'est un peu du Tinder pour les missiles. Et ça va essayer d'attirer le missile vers lui. Après, forcément, chaque fois que un avionneur fabrique des nouveaux types de leurres, normalement, il y a des mises à jour et des nouvelles versions au niveau des missiles pour faire ces contre-mesures électroniques. Donc c'est comme tout dans le combat, comme tout dans la vie de tous les jours. Quelqu'un invente une solution, on essaye de trouver la parade et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque appareil a-t-il ses propres types de leurres? Oui, chaque appareil va emporter ses différents types de leurres. Les leurres, même français, sont différents des leurres russes, donc il y a des spécificités différentes. Si vous aimez bien les meetings aériens, vous avez peut-être déjà vu les F-16 qui tirent des fois des leurres, les Belges par exemple, magnifique démonstration où ils tirent des leurres en vol. Bien, la France, nous n'avons pas le droit de tirer des leurres parce que notre système de leurres est légèrement différent et il y a des choses qui peuvent tomber. Donc chaque pays, chaque fabricant a sa spécificité, son type de leurre et ça peut évoluer dans le temps. Il y en a qui partent, comme vous pouvez le voir, vers le haut, d'autres qui partent vers le bas et chacun a un peu sa patte. Ouais. Maintenant, on va passer au sujet d'actualité. Il semblerait que les États-Unis ont annoncé qu'ils ont livré plus de 2000 Stinger en Ukraine. Quel modèle de SATCP y a-t-il en circulation en Ukraine? Effectivement, donc au 7 mars, l'OTAN aurait livré ces 2000 Stinger, ça n'arrête pas, donc il y a de multiples types de SATCP. SATCP, sol-air, très courte portée, qui vont généralement essayer d'accrocher la source de chaleur qui provient des réacteurs. Vous avez, on va dire, 3 grandes familles à l'heure actuelle sur le théâtre ukrainien. Vous avez les anciens systèmes russes ou soviétiques, c'est les SA-7 que vous voyez là, et les SA-14. Le SA-7, son petit nom, c'est Strela, qui signifie la flèche. C'est très vieux. Je ne suis pas sûr que ça soit encore très très efficace, mais je m'en méfierais surtout pour des hélicoptères. Vous êtes sur un poids, et ils ont tous à peu près le même poids, hein. Ils font tous entre 15 et 16 kilos pour une charge militaire d'environ 1 à 2 kg. Ça, c'est vrai pour tous les SATCP. Donc, vous avez les SA-7 qui sont vraiment l'ancienne génération, qui sont présents. Vous avez les SA-14 qui sont la nouvelle version, qui sont un peu plus efficaces et dont il faut se méfier, qui ont notamment la capacité à être tirés de face également, parce que le SA-7, c'est forcément une fois que l'avion ou l'hélico et voilà, vous montre un peu sa chaleur. Et ensuite, derrière, vous avez, bien, comme tu le disais, Laurence, les Stinger. Dans quel théâtre d'opération ont-ils déjà été utilisés? Alors les Stinger, on revient pareil, hein, c'est du 16 kg à peu près, du moins de 2 kg de charge explosive, mais ça suffit. De multiples versions. Les premières versions, elles prenaient que de l'infrarouge. Les versions après, elles prenaient infrarouge et ultraviolet. Et en termes de théâtre d'opération, ça a commencé avec la guerre des Malouines. La guerre des Malouines, où c'était les Anglais contre les Argentins. Les Américains ont livré 6 Stinger. La personne qui a été formée, il est mort dans un accident d'hélico. Il n'a pas pu vraiment mettre à profit sa formation, mais donc ses camarades ont essayé d'utiliser le matériel. Et ils ont réussi à abattre quand même un Pucara argentin. Ils ont également réussi à abattre un hélicoptère Puma, donc ça c'est de fabrication française, sur place. Et après derrière, on en parlait la dernière fois, ça a été en Afghanistan que le Stinger a vraiment été connu. Et vous en avez peut-être entendu parler dans le film de la guerre selon Charlie Wilson. Oui, avec Tom Hanks et Julia Roberts. Effectivement, Tom Hanks, il a tout fait dans l'aérien, il a armé des populations, il a eu un accident, il a survécu sur une île avec Wilson, et il a même sauvé tout le monde dans l'Hudson. J'aime bien les films, hein, je suis désolé. Mais plus sérieusement, du coup, du chiffre exact, d'après une source qui nous vient du US Defense Artillery Yearbook, ça serait que pour 340 engagements en Afghanistan, il y a eu plus de 260 aéronefs abattus. Donc on est quand même sur près de 80% de taux de succès. Ce sont des chiffres qui sont durs à vérifier, mais on est sur de la technologie qui a bien fait ses preuves. Et les nouvelles versions sont extrêmement efficaces. Encore une fois, parce qu'elles
elle risque de ne pas suivre des leurres, elle risque de dire non, c'est un leurre, je fonctionne aussi en UV, moi ce qui m'intéresse, c'est l'avion. Et combien de missiles ont été fabriqués? Alors, si vous regardez les chiffres, c'était en 2000. En 2000, il y avait plus de 13 500 missiles, rien que dans les inventaires américains. Donc, ce sont des missiles qui sont fabriqués en très, très grand nombre, et dont il faut se méfier. Un Stinger, cela fonctionne comment? Alors, au niveau du fonctionnement, c'est pas magique. Ce n'est absolument pas magique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout repose sur la BCU. BCU, vous la voyez là, c'est la Battery Cooling Unit. Pour pouvoir fonctionner et détecter justement la source de chaleur, il faut que la petite tête, l'autodirecteur, soit refroidi. C'est refroidi par de l'argon et à partir de là, cette BCU, elle va refroidir grâce à de l'argon. Elle va également donner de l'électricité, donner de l'énergie pour faire fonctionner le système. Donc vous avez néanmoins que 45 secondes. Au moment où vous percutez cette BCU, vous avez 45 secondes. Après, elle ne fonctionne plus. Vous pouvez l'acheter. Alors, il faut faire du tri sélectif, mais vous pouvez la jeter. Et au moment du coup où vous dites il faut que j'engage, il faut vraiment être sûr de son coup. Pourquoi? Sinon vous baladez vos BCU pour rien. Et c'est ça qui rend toute la difficulté, qui rend ça très difficile contre des avions de combat. C'est plus facile contre un hélicoptère qui va arriver plus doucement forcément. Il y a d'autres limitations? Oui, il y a d'autres limitations, notamment en altitude et en distance. Parce qu'on est sur des missiles qui sont assez petits, en termes de propulsion, c'est pas magique. Encore une fois, comme je vous le disais, ça va pas voler pendant des heures, contrairement au film en territoire ennemi. Donc vous allez avoir qu'une certaine autonomie, le missile ne va pouvoir monter qu'à une certaine altitude, donc c'est plutôt fait pour des cibles à basse altitude, en dessous des 3-4 mm, à une distance de vous assez proche, de l'ordre de 1 à 3-4 km. Sur la dernière vidéo de l'Ileco, tu n'étais pas sûr du missile, tu as pu creuser un peu sur le sujet? Effectivement, je vous ai dit qu'il y avait 3 grands types de missiles en Ukraine. On a parlé des SA-7, SA-14, on a parlé du Stinger. Le troisième type, c'est de la technologie polonaise. Vous avez le Grom et le Piorun. Le Grom et le Piorun, ce sont donc des technologies polonaises, des années 90 pour le premier, années 2015, 2016, voire 2020 pour le deuxième, et il semblerait que ce soit du Piorun qui est utilisé dans les images que nous avons analysées la dernière fois. Ce qui me fait dire ça, c'est que le Piorun, lui, il peut attaquer à une cible qui serait à 10 mètres sol, donc extrêmement bas et plus bas qu'un Stinger, et il prendrait une vitesse initiale il accélérerait à 660 mètres par seconde. Donc c'est quelque chose d'apparemment très très efficace et qui est tout neuf. Ah oui, c'est si moderne que ça. Oui, c'est très moderne parce que la commande date de 2016 où les Polonais en ont acheté à peu près 400 lanceurs et je crois 1300 missiles. Donc c'est quelque chose de très neuf. Il y a eu des tout petits délais, mais les premiers tirs vraiment d'essai, tout ça, c'est les années 2019. Donc on est sur la technologie qui vient tout juste de sortir. Le moteur a été modernisé, l'autodirecteur également. Donc on est sur quelque chose de très moderne. En tant que pilote, comment vous vous entraînez face à ces missiles? Alors c'est pas évident. Là où on va s'entraîner, c'est sur des polygones de tir, des endroits où c'est des champs de tir, où on va pouvoir y aller et ils vont faire partir des fumigènes. Et avec ces départs de fumigènes, ça va simuler les départs de ces missiles et nous allons pouvoir faire les tactiques dans lesquelles je ne rentrerai pas, qui nous permettent d'essayer de réduire la probabilité de se faire intercepter. Maintenant, nous allons passer aux vidéos. La première vidéo, c'est un SA-8 versus un Sukhoi 30. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le SA-8? Oui, donc le SA-8, son petit nom autant, c'est Gecko. C'est un système, on parlait juste avant des SATCP, c'est la gamme au-dessus. C'est-à-dire que là, on est face à un camion, un gros camion, avec d'autres camions radars autour. Et ils travaillent un petit peu en meute. Les camions radars qui détectent ce qui se passe dans l'espace aérien, ce qui arrive et qui donnent l'information à ces geckos qui après peuvent ouvrir le feu. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus de personnel, des missiles beaucoup plus gros. On est sur un missile qui fait à peu près 170 kg avec 9 kg de charge explosive. Donc on est sur une capacité d'explosif qui est 8 fois supérieure au SATCP, mais surtout on est sur une capacité d'accélération, une capacité de distance pour l'interception qui est plus grande. Pour ce qui est du SA-8 Gecko, là on voit donc l'opérateur à l'intérieur avec un écran. Vous avez 2 types de guidage. Là on n'est pas trop sur l'infrarouge, on est sur du radar ou sur de l'électro-optique. Là il semblerait que ce soit de l'électro-optique, d'où cette caméra, ça permet en fait de téléguider le missile jusqu'à l'interception avec l'avion.
il semblerait que ça soit un Sukhoi 30, qu'en penses-tu? Alors moi j'ai du mal à vous dire que ce soit un Sukhoi 30, si effectivement c'est des images du théâtre, ça peut paraître assez plausible. Il semblerait qu'il soit en moyenne altitude, donc il se balade pas très bas entre les arbres. Vu le temps de vol du missile, il a fallu un petit peu de temps pour l'intercepter quand même. Le Sukhoi 30, c'est un peu l'équivalent du F-15 Strike Eagle, donc c'est un avion multirôle qui fait beaucoup d'attaques au sol. Ils sont 2 à bord et c'est quand même assez plausible qu'il se balade en moyenne altitude à cet endroit-là. Et apparemment, on voit bien sur la fin, il y a effectivement quelque chose qui descend. Est-ce qu'il faut que le missile touche l'avion pour l'abattre? Pas forcément. Vous avez ce qu'on appelle des FP, des fusées de proximité. Donc sur certains systèmes, par exemple SATCP, dont on parlait tout à l'heure, comme le GOM, eh bien, le missile va aller toucher directement la cible et exploser. Sur des missiles plus modernes, eh bien, vous allez avoir une fusée de proximité. Il y a différents types, laser ou autres, et il va sentir qu'il est proche de la cible et mettre en œuvre la charge explosive à ce moment-là. C'est ce qu'on voit dans ce film, En territoire ennemi, où vous voyez le missile qui se rapproche. Bon, après un temps de combustion qui est très hollywoodien, mais cette scène-là est très bien faite. Vous voyez le missile qui se rapproche, qui détecte la présence du F-18 et qui met en œuvre. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça vous permet, même s'il y a une manœuvre de dernier moment de la part de l'avion où vous passez juste à côté, eh bien d'envoyer quand même des morceaux dans l'avion et l'abîmer. Donc ça pourrait faire une explosion à côté et vous allez quand même faire un petit peu d'effet militaire sur l'avion. Maintenant, nous allons passer à ces 2 vidéos. Nous voyons un Sukhoi 25 tout seul, 2 Sukhoi 25. Certains pensent que l'avion seul, c'est un avion russe. Les 2 avions, ce sont des Ukrainiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, alors effectivement, ça a été tweeté comme ça. Moi, je peux pas vous dire si effectivement c'est un Russe ou un Ukrainien pour une raison très simple. La qualité de l'image me permet pas de voir ce qui a marqué sur les avions et la spécificité de ce combat. La spécificité de ce théâtre d'opération, c'est que vous avez du même matériel, du Sukhoi 25 d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez avoir du SA-8 d'un côté comme de l'autre. Vous allez avoir des Sukhoi 27 ou des MiG-29, vous pouvez en avoir d'un côté comme de l'autre, pareil pour du Sukhoi 24. Donc la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est de savoir qui est qui. Non seulement pour nous quand on voit des vidéos, mais j'ai envie de dire ça, c'est pas grave. Plus difficile, c'est pour les personnes qui sont en train de se battre. Parce que vous voyez passer un Sukhoi 25, je tire pas. Le système Stinger, il a justement une capacité, grâce à une batterie externe en plus, à faire fonctionner l'IFF, donc le transpondeur, et vous dire est-ce que cet avion émet IFF ami ou pas. Mais ça demande de la coordination et c'est pas sûr qu'il l'utilise. Donc la grosse difficulté quand on voit ces images-là, c'est qu'on ne sait pas qui appartient à quel camp, et les gens au sol sont bien malins s'ils arrivent à savoir qui est à quel camp. Surtout s'il y a une zone où il y a des combats, et vous pouvez avoir des avions des 2 côtés qui viennent y participer. Donc c'est non seulement dur pour les gens au sol, non seulement dur pour les populations, mais également très dur pour les pilotes, si effectivement il y a des Sukhoi dans tous les sens, voilà, il faut faire très attention parce que le Sukhoi 25 peut également mettre en œuvre de l'armement RR. Néanmoins, comme tu l'as très bien dit, d'un côté ils sont 2, de l'autre ils sont 1. Traditionnellement, dans les armées modernes, bien entraînées, on préfère partir en patrouille, on préfère partir à plusieurs, ne serait-ce que pour surveiller les départs missiles et le ciel. Oui, d'ailleurs, quel intérêt de voler seul? L'intérêt de voler seul, honnêtement, je ne le connais pas trop. C'est quelque chose qui se faisait lors de la Première Guerre mondiale. Vu l'attrition, ça a vite été arrêté. C'est les Allemands qui ont créé une doctrine qui disait qu'il fallait voler par patrouille. Après, les Anglais ont inventé ce qu'on appelle la VIC, donc des patrouilles de 3. Et pour de l'attaque au sol, le mieux, généralement, c'est 2 avions. Ça fonctionne bien et vous pouvez, par des travaux en hippodrome, maintenir une présence de feu, une pression sur les troupes au sol. Donc je pense que si l'avion est isolé, il y a différentes options. Soit on ne voit pas son leader ou son équipier, soit ce dernier a déjà été abattu, soit il a eu une panne, il a fait demi-tour, soit pour des raisons de pression opérationnelle, dès qu'un avion est prêt, il l'envoie en vol de suite parce qu'il y a une énorme tension au sol et il y a besoin d'amener des troupes au sol, enfin de l'appui-feu aux troupes au sol. Et la dernière option, c'est juste qu'ils se disent c'est pas grave, on fait ça comme on peut, mais ils perdent énormément de ce qu'on appelle nous le support mutuel. Et du coup, l'attrition va forcément être plus forte puisque vous n'avez pas des yeux derrière la tête. Donc, s'il y a un missile qui vous arrive par derrière, avec un équipier, il va le voir, tout seul, vous n'allez pas le voir. Encore merci pour tous ceux qui nous envoient des images, des vidéos à traiter. C'est Laurence qui reçoit ça directement. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez tout sur le site web. On met tous les daily débriefs, comme ça vous pouvez vous y retrouver.
Et l'objectif, c'est de rendre ça le plus facile à comprendre possible. Je vais poster dans les prochains jours, prochaines semaines à peu près du contenu également qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, un petit peu d'aviation civile, tout ça. La question nous a été posée de ce format, s'il va continuer après. Nous n'en avons aucune idée. Nous avons créé ce format pour essayer de répondre à une problématique qui est celle de l'information apolitique. Nous allons continuer le temps qu'on a des choses à vous partager pour essayer de vous éduquer le plus possible sur le sujet. Et on va vous laisser avec une petite citation de Charles de Gaulle. Allez, fly safe.